Pour commencer en m'adressant peut-être à ceux qui s'y mettent ou qui veulent s'y mettre, pour commencer la célioscopie prépéritonéale pure, je crois qu'il faut déjà savoir faire des transpéritonéales, parce qu'on risque de se retrouver en échec d'un abord prépéritonéal pur, et donc de savoir faire des transpéritonéales, c'est logique. Surtout qu'in fine, c'est quand même la même opération, c'est-à-dire que toute la fin de la dissection, le positionnement de la prothèse, la réflexion sur l'éventuelle reconstruction du mur, et tout ça, c'est vraiment la même opération, la même prothèse dans le même espace. Et savoir faire des tables, je pense que c'est un prérequis, ou en tout cas quelque chose qu'il faut apprendre en parallèle. Il faut sélectionner les patients qui sont favorables pour des hernies célioscopiques qui vont bien se passer au début. Les femmes, c'est plus simple parce qu'elles n'ont pas de cordon. Une bonne indication à la récidive d'une première chirurgie réalisée par un abord antérieur. On ne pourra pas vous argumenter d'avoir fait une célioscopie, même si vous n'êtes pas très expert, parce que l'abord antérieur itératif est très difficile et à risque testiculaire. La hernie bilatérale, il y a également un intérêt qui est double par rapport à une hernie unilatérale, le bénéfice de la célioscopie se double. Et puis on va éviter par contre des patients soit obèses, qui ont des difficultés un peu spécifiques d'exposition, des patients trop maigres, avec une proximité avec les nerfs, une proximité avec les éléments vasculaires digestifs. Il faudra éviter les hernies inguinose-scrotales qui sont très volumineuses et qui seront la source de difficultés techniques. Et puis les patients qui ont des antécédents de chirurgie de l'espace de Regis, la prostatectomie radicale en premier. Et puis éventuellement une récidive d'avoir une prothèse prépéritonéale, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder dans des circonstances très particulières. L'installation du patient, pour commencer, elle est cruciale. Il faut mettre le patient en déculotte dorsale avec les deux bras le long du corps, et puis mettre du Trendelenburg, d'autant plus que le patient est obèse. Ça va permettre de réduire spontanément la hernie en général, et d'aider à ne pas avoir de conflit avec le grêle qui va avoir tendance à remonter. Moi je ne fais pas de sondage vésical, mais il faut absolument que le patient ait la vessie vide, parce qu'on va travailler vraiment dans l'espace prévésical. L'utilisation d'un optique oblique, dans mon expérience, est très intéressante dans cette chirurgie-là. On peut le faire avec un optique de 0. Je gonfle avec un pneumopéritoine à 12 mm de mercure en général. Et donc toute la première partie d'intervention, elle est cruciale, c'est l'abord du pré-péritoine. Et pour ça, je réalise une incision arciforme dans la lèvre inférieure de l'ombilique. Attention, s'il y a une hernie ombilicale qu'on ne veut pas traiter dans le même temps, ou si jamais il y a un diastasis des muscles grand droit qui est repéré lors de la consultation préopératoire, à bien se décaler pour vraiment rentrer dans la gaine du droit et pas passer au travers de la ligne blanche et être dans l'espace prépéritonéal. On va vouloir rentrer dans la gaine du muscle, comme vous voyez sur le schéma qui est plus bas. Il y a ces petits écarteurs qui ont été conçus par Henri Monnier, qui sont, à mon avis, extrêmement utiles pour cette chirurgie, qui sont longs, fins et qui ne sont pas tout à fait à 90 degrés, qui vont permettre, après l'incision horizontale de l'aponévrose, comme vous le voyez sur le schéma de droite, de pouvoir glisser entre l'aponévrose postérieure et le muscle en chargeant sur le trocar le muscle, et on a ainsi une visualisation de l'aponévrose postérieure et on va pouvoir glisser un trocar dans la gaine. Donc voilà ce que ça donne en pratique. L'incision, grâce à ces petits farabeufs, elle peut être vraiment très courte, ces petits monniers, pardon, elle peut être vraiment très limitée. C'est un mouvement de décision pour repérer l'aponévrose antérieure, et donc on se décale un petit peu sur le côté pour ne pas être en plein sur la ligne blanche. L'incision horizontale de la gaine de l'aponévrose antérieure de la gaine des droits permet de repérer le muscle grand droit, et on se met complètement en interne du muscle grand droit jusqu'à visualiser l'aponévrose postérieure qu'on peut charger sur le petit monnier, et puis on peut introduire un optique de 10 mm dans la gaine du droit. On peut utiliser un optique à ballonnet, ou bien moi j'utilise un fil qui va maintenir le trocar. On va toujours manquer de recul dans ces chirurgies prépéritonéales, et l'utilisation de ce petit fil permet d'avoir un peu d'étanchéité autour du trocar, mais surtout de pouvoir tirer sur le trocar, et les quelques centimètres qu'on va gagner en tirant sur le trocar sont très intéressants pour voir ce qui se passe. Une fois qu'on a donc abordé cet espace prépéritonéal dans la gaine du droit, on va descendre vers le bas. Et ça, je crois que c'est important de le faire sous contrôle de la vue. Il y a des ballonnets qui ont été développés pour faire ce geste. Je pense que c'est quelque chose qui est moins contrôlé, c'est pas quelque chose que je recommande. On descend très facilement avec la caméra dans la main, sous le contrôle de la main et un peu sous le contrôle de la vue, jusqu'à buter sur le pubis en longeant le muscle grand droit. Et puis ensuite, une fois qu'on a repéré le pubis et qu'on a longé le muscle grand droit, on peut abaisser la vessie avec la caméra, la vessie entourée de sa graisse périvésicale sur la ligne médiane, et on va ainsi pouvoir libérer l'espace pour introduire les deux trocars opérateurs sous contrôle de la vue. C'est dans cette stratégie où moi je mets deux trocars entre l'ombilic et le pubis. Il y a d'autres stratégies qui sont possibles. On m'a demandé comment je faisais, c'est comme ça que je fais. Donc voilà ce que ça donne en pratique. Donc la caméra est introduite dans le trocar de 10 mm en direction du pubis qu'on ressent avec la main. Et une fois qu'on a touché le pubis, on peut, avec ce petit geste de verticalisation, abaisser progressivement la graisse périvésicale et la vessie. Il y a là, je vais également un petit peu latéralement. Alors, attention du côté
Médian, on peut faire ce petit geste de balayage assez large, puis du côté médian, on n'a pas trop de risques. Et du côté latéral, par contre, il y a des épigastriques, donc on fera un peu plus attention. En vision endoscopique, voilà ce que ça donne. Donc on repère tout de suite qu'on est bien dans la mousse, et le fait d'avoir de la mousse, c'est que c'est le bon plan. Et puis on a déjà vu là, la symphyse pubienne qui est apparue en blanc nacré tout au fond, et donc progressivement on abaisse la graisse prévésicale, et cette première dissection, alors elle est faite avec une grande douceur bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qui est très reproductible, qui demande beaucoup d'expérience. Au début on met du temps, puis on fait moins, puis après un certain temps on peut le faire de manière assez rapide et puis assez extensive. Bon, je dégale un petit peu latéralement, donc attention à gauche, vous voyez déjà les épigastriques en haut à gauche, et puis les nuées égales. Ça permet de mettre les 2/3 de 5 mm, qu'il faut absolument mettre sous contrôle de la vue. On n'a pas de pneumopéritoine, donc ils doivent absolument être mis sous contrôle de la vue. Je recommande de les mettre assez proches l'un de l'autre sur la ligne médiane, et de commencer par le trocar inférieur, on a une meilleure visibilité, ensuite de tirer justement sur le trocar ombilical pour avoir cette visibilité qui se dégage. Et donc, comment on va se repérer? Donc, on va avoir repéré la symphyse pubienne, l'arcade de Douglas, on va la repérer dans un deuxième temps, les vaisseaux épigastriques plus ou moins tôt, et puis on fera attention à la vessie qui est derrière. Il y a des grandes règles quand même à jamais oublier, puisqu'on fait cette chirurgie, on est très proche de certains éléments, et on n'a pas une visibilité qui est extraordinaire au début. Hein. Donc la dissection initiale à l'optique, attention, si on va trop bas, on risque de rentrer dans la vessie. Si jamais on va trop latéralement, il y a des plaies des vaisseaux iliaques qui peuvent être redoutables. Il y a le plexus de Santorini qui est derrière le pubis, donc quand on descend, il ne faut pas vouloir aller trop bas pour fuir le muscle, parce qu'on peut glisser facilement sous la symphyse pubienne et rentrer dans le plexus de Santorini, ce qui occasionne des ecchymoses très spectaculaires en post-opératoire. Lors de la dissection initiale, et dans toute la chirurgie, même dans toute la dissection, on fera très attention aux plaies digestives au travers du péritoine, et c'est en particulier, pour moi, les hernies irréductibles, une certaine contre-indication à la mort pré-péritonéale pure, parce qu'il faut contrôler le grêle, il faut contrôler ce qui passe dans la hernie. Et donc, j'ai eu l'occasion, malheureusement, de faire une plaie digestive chez un côlon sigmoïde bien incarcéré. La plaie des vaisseaux iliaques, elle ne doit pas arriver. Hein. On peut se repérer avec les épigastriques qui vont vers les vaisseaux iliaques. Ça peut être dramatique, ça ne m'est jamais arrivé, et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Les plaies des vaisseaux corona mortis qui sont juste derrière la symphyse pubienne, à proximité des épigastriques, sont également à redouter. Donc c'est cette fameuse couronne de la mort, ces anastomoses entre les vaisseaux iliaques internes et les vaisseaux iliaques externes. On les voit très bien lors de la dissection. En fin de dissection, ils sont relativement latérales, hein. Ils sont vraiment à proximité de la veine iliaque qu'on va repérer. On se souvient des deux triangles, le triangle funeste de Doom, le triangle vasculaire, et puis il y a le triangle de la douleur un peu plus latéral. Il faudra rester au contact du péritoine pour éviter globalement les blessures des nerfs. Si on reste très proche du péritoine et qu'on laisse toute la graisse sur la paroi, on préservera les nerfs. Ça explique aussi pourquoi les patients traumaques peuvent être un petit peu plus dangereux. La manière dont je crois qu'il faut disséquer en pré-péritonéal, et ça c'est également vrai dans ce que font les urologues quand ils font des néphrectomies, c'est vraiment un geste de traction et de contre-traction. Il y a finalement moins de section dans une chirurgie conventionnelle intra-péritonéale. Et donc j'ai un peu eu l'habitude de définir ces 5 étapes. La première étape va être d'élargir la gaine du droit pour limiter les salissures de l'optique et se faire un petit espace initial dans lequel on va être un peu libre de travailler sans avoir en permanence la caméra qui est tachée. Ensuite, débuter par une dissection latérale qui va passer entre les épigastriques en haut, le péritoine en bas, et qui va aller latéralement jusqu'à la paroi abdominale latérale, jusqu'à l'épinyle antéro-supérieur, on peut dire. Une dissection médiale qui va exposer la symphyse pubienne et qui va partir de médial vers latéral. On commence par la symphyse pubienne et ensuite on se rapproche des vaisseaux iliaques latéralement. Une fois qu'on a fait cette dissection latérale, cette dissection médiale, il y a un troisième temps qui est la dissection médiale. Là, on peut s'attaquer au sac herniaire. C'est le moment difficile, c'est là où il y a les adhérences. C'est là que, quand le sac est profond, on va prendre du temps et que ça va être un petit peu plus difficile. En fin d'intervention, on expose largement le rétropéritoine pour placer la prothèse. Je reviens un peu sur les choses que j'ai déjà dit. Hein. Quand on ouvre cette gaine des droits, il y a souvent un pédicule médial qui vient des épigastriques en fait, et qui nous traverse, qu'on croise, et dans ce cas-là, il faut le coaguler à la bipolaire. La dissection latérale, je ne reviens pas dessus, et la dissection médiale non plus. Donc, dans les hernies directes, elles vont être réduites dans le deuxième temps, quand on va de la symphyse pubienne jusqu'à la veine iliaque. Là, on va réduire assez naturellement les hernies directes, alors que les hernies obliques externes, on va les réduire vraiment dans le troisième temps, en séparant le contenu hernière du pédicule spermatique. Je repasse peut-être là-dessus parce que on va le voir sur les vidéos. Donc, premier temps d'intervention, on a très peu d'espace au début, et donc on réalise cet espace avec toujours des mouvements de traction divergente. Hein. Les deux instruments sont très proches l'un de l'autre, et puis ils font ce geste
divergents pour créer cet espace devant l'optique, qu'on ne soit pas trop sali. Là, j'incise l'arcade de Douglas, le bord externe de l'arcade de Douglas, de manière pour créer un petit peu d'espace pré-péritonéal. Et je n'ai pas bien été latéralement, mais on va voir un peu plus tard une autre vidéo où c'est plus visible. Là, je repars donc de la symphyse pubienne en médian, et je vais de médian vers latéral, et progressivement, toujours dans la mousse, il n'y a quasiment pas de coagulation, c'est vraiment une attraction divergente. On va progressivement s'approcher et repérer la veine iliaque et l'artère iliaque. L'artère iliaque, on voit très bien la veine iliaque habituellement. Je crois même que c'est un critère de qualité de bien voir la veine iliaque. Ça veut dire qu'on a bien fait notre dissection. Et enfin, donc on a fait latéral, on a fait médial, et donc là on s'attaque au sac. Il n'est pas toujours bien visible, je recommande de le prendre en masse et de commencer par le prendre en antérieur. Si on le prend devant, les éléments précieux, ils sont derrière. Donc on peut le prendre relativement antérieur, et puis là on a basculé, donc on a vu le péritoine, et on peut séparer le péritoine progressivement des éléments du cordon. Et puis en fin de procédure, on va élargir l'exposition du rétropéritoine avec ce geste où je prends en masse le pédicule spermatique, dans un mouvement toujours de traction divergente, et je vais refouler le péritoine vers le haut. La même chose doit être faite en interne pour libérer des adhérences qui sont fréquentes entre le canal déférent et le péritoine pour avoir une bonne exposition, une symphyse pubienne qui est parfaitement exposée, la veine iliaque est là, le canal déférent bien sûr, les éléments du pédicule spermatique et un péritoine qui est largement refoulé vers le haut. Il faut penser au lipome. Ça, c'est un risque en chirurgie célioscopique en général hernière, que ce soit tête ou tape. Il ne faut pas oublier le lipome. Ça, c'est une chirurgie. Donc voilà, je fais le même geste. On voit très bien les éléments du cordon spermatique. Là, je tiens les vaisseaux. On voit le déférent qui est en dedans. Et donc, je refoule le péritoine vers le haut. Je vais séparer le péritoine également du canal déférent. Et puis, on se dit que finalement, on a bien travaillé. Là, on avait réduit un beau sac péritonéal. On peut probablement mettre la prothèse. Il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas un lipome, parce que voilà, il y a un petit peu d'engagement graisseux qui accompagnait l'engagement péritonéal. Et cet engagement graisseux, comme souvent, il est plus important que prévu, il est plus important que ce qu'on avait suspecté. Si on le laisse, c'est pas très grave. En général, ça fait pas mal. Les patients sont soulagés de la symptomatologie pour laquelle ils sont venus consulter, mais ils ont quand même une boule dans l'aine, c'est un petit peu désagréable. C'est que ce patient, il avait une hernie bilatérale, et donc les deux côtés étaient vraiment similaires. Là, j'avais aussi fini la dissection côté droit. Et puis également du côté droit, il y avait bien un lipome. Alors, la caractéristique de la graisse du lipome, elle est différente de la graisse prépéritonéale, parce qu'elle c'est souvent monolobulée, elle se réduit assez facilement. Il faut aller la chercher en tirant sur le cordon spermatique, comme je l'ai montré. Et elle a sa vascularisation qui provient latéralement, et on peut le libérer, le pédiculer sur sa vascularisation qui est latérale, pour pouvoir le positionner en fin de procédure du bon côté de la prothèse. Un écueil fréquent en célioscopie prépéritonéale, qui fait que on s'arrache souvent les cheveux quand même dans cette chirurgie, il faut bien le dire, mais quand ça va bien, ça va tellement bien que je continue à le faire. C'est les brèches péritonéales. Et donc il faut éviter d'en faire au début, parce que si on en fait dès le début, on va avoir un péritoine qu'on va perdre dès le début. Et c'est toujours difficile à fermer parce que le péritoine est relativement tendu quand on est haut. Donc il faudra dans ce cas-là continuer malgré tout la dissection, ouvrir l'espace, et progressivement la vessie et le péritoine vont tomber par gravité. Donc on n'a pas le bénéfice de l'insufflation positive à 12 mm de mercure, mais on a progressivement le poids qui fait que l'espace va quand même s'ouvrir. Si jamais la brèche survient lors de la réduction du sac oblique externe, il faut éviter les larges brèches parce qu'il peut y avoir une incarcération du grêle, mais globalement c'est beaucoup moins grave parce qu'il y a un excès de péritoine à cet endroit-là. S'il y a des petites brèches en particulier, je les laisse volontiers ouvertes. S'il y a une grande brèche, on la ferme par un endoloupe ou par une suture, principalement en vélo. Si c'est très large, certains utilisent des clips également. Voilà une fin de bataille avec un sac oblique externe particulièrement profond que j'ai complètement déchiré. Et l'utilisation de l'endoloupe est vraiment très intéressante, parce que ça simplifie beaucoup dans un espace contraint le geste. Donc un endoloupe, je conseille de PDS parce qu'il s'accroche moins dans toutes les structures de voisinage. Un PDS d'endoloupe, un endoloupe de PDS, ça marche très bien. Et ça, c'est une circonstance assez classique, une hernie inguinale droite, avec un antécédent d'appendicectomie. Et donc là, on a volontiers des adhérences entre le péritoine latéral et la paroi. Et donc il faut, dans ce cas-là, une fois qu'on a fait la brèche, ne pas chercher à la fermer tout de suite. Il faut d'abord la libérer un petit peu pour avoir de l'étoffe et pour pouvoir mettre un endoloupe. Vous voyez que la fermeture, elle n'est pas complètement étanche, c'est pas grave. Le petit trou, le grêle ne pourra pas s'incarcérer dedans. Et il y a extrêmement peu d'incarcération du grêle dans des brèches péritonéales en tête. Il y en a beaucoup moins qu'en tape. Ça paraît un peu paradoxal, mais en fait, quand toutes les séries l'ont montré, et quand on a un excès de péritoine habituellement, on a moins de risques d'avoir une ouverture large. Après chirurgie transpéritonéale, les incarcérations se font quand il y a une rupture de la ligne de suture. Il y a une situation qui peut paraître difficile, qui en fait est assez simple, c'est la chirurgie bilatérale en célioscopie prépéritonéale, parce que donc moi,
je choisis de rentrer dans la gaine du muscle. Certains se mettent directement en pré-péritonéal, effectivement, moi je rentre dans la gaine du muscle d'un côté. Alors, je recommande de commencer par la hernie qui est difficile, la plus difficile des deux, celle qui est le plus volumineuse, celle qui peut correspondre à une récidive, ou bien la hernie du côté droit quand il y a un antécédent de McBurney pour justement les problèmes qu'on vient de voir juste auparavant. Alors c'est vrai qu'on va se retrouver dans la mauvaise gaine du muscle grand droit, mais on va aller disséquer en controlatéral. Cette fois-ci en controlatéral, on ira exclusivement de médial vers latéral bien sûr. Et je recommande enfin de disséquer totalement les deux côtés, le côté droit et le côté gauche, avant de mettre en place les deux prothèses à droite et à gauche, parce que la première prothèse qu'on aurait mis risque de bouger dans le deuxième temps, qui peut quand même être un petit peu difficile. Alors voilà, là on a terminé le côté droit chez ce patient, et puis donc on a simplement alterné de côté avec l'aide opératoire, et on va aller de médial vers latéral, on franchit la ligne médiane, on est vraiment le long de la symphyse pubienne. Toute la graisse doit rester sur la vessie, hein. Elle va protéger la vessie de la prothèse, il y a quelques migrations de prothèses intravésicales qui ont été décrites, et on veut que la prothèse adhère avec le muscle, on veut que la fibrose prothétique ne se fasse pas avec du gras qu'on a laissé sur le muscle, on veut que la fibrose se fasse avec du muscle pour que la solidité soit bonne. On va progressivement les franchir les épigastriques qu'on va voir au plafond. Je crois qu'on ne les a pas encore franchis parce que voilà, on voit un sac de hernie directe avec une réduction classique d'une hernie directe, et puis donc les éléments du cordon qui sont progressivement vus. Vous voyez que pour autant, on est dans la mauvaise gaine du muscle grand droit et on est donc 5 cm en dessous de l'ombilique, un peu sur le côté, mais on arrive finalement très bien à les voir latéralement suffisamment largement. Il y a un écueil de la chirurgie des hernies céliaux, je crois. En général, c'est des grosses hernies directes. Je recommande dans ces cas-là de faire une dissection qui soit très large de l'espace prépéritonéal pour pouvoir mettre une grande prothèse. Il faudra mettre des prothèses plutôt plus grandes et pour avoir un meilleur overlap, pour une meilleure répartition des tensions, à moins de risque d'avoir une prothèse qui va glisser et tomber dans le trou, et puis des prothèses éventuellement moins souples. Je crois qu'il faut aussi penser à la remise en tension du fascia transversalis, qui se faisait classiquement avec un agrafage du fond du fascia transversalis qu'on attrapait dans une pince et qu'on allait agrafer soit sur le Cooper, je ne recommande pas parce qu'il y a une prothèse qu'on va peut-être agrafer au Cooper, et je pense qu'on peut plus simplement l'agrafer au bord supérieur du collet de la hernie ou bien sur le tendon conjoint. La ligature par un endoloupe du sac qu'on éverse est aussi tout à fait pertinente. Il faut faire attention dans ce cas-là de ne pas attraper le cordon dans la ligature. Et puis maintenant, je fais de plus en plus des fermetures finalement de cet orifice par une suture au fil cranté grâce à un autre fil cranté que celui qu'on utilisait avant, qui est le Stratafix symétrique en 1. Ça, c'est un très gros fil qui permet vraiment de faire des reconstructions pariétales très intéressantes en célioscopie, avec une aiguille 26 qui a une bonne dimension pour être manipulée sous célioscopie, et avec une longueur de 15 cm. C'est un fil qui est extrêmement robuste et qui peut vraiment permettre de bien construire toutes les hernies en général. Et je l'utilise de plus en plus pour fermer l'orifice direct. Et que ma prothèse, alors ça limite le sérum post-opératoire attendu dans cet espace mort, mais ça va aussi permettre d'avoir un filet qui va fusionner avec quelque chose, et donc une solidité ultérieure qui paraît intéressante. Et puis donc pour les grosses hernies directes, j'aurais tendance à agrafer la prothèse au Cooper, donc c'est pour ça que je n'aime pas mettre le sac sur le Cooper, bien sûr en donnant des vaisseaux épigastriques et puis au pourtour du collet. C'est probablement la limite des très grosses hernies directes, c'est probablement la limite de l'abord pré-péritonéal pur, parce que l'agrafage va être relativement tangentiel. Et donc chez les patients qui ont des très grosses inguinoscrotales, j'ai tendance à faire une célioscopie transpéritonéale pour avoir du recul, premièrement pour la réduction de la hernie, et puis deuxièmement pour avoir un agrafage qui sera moins tangentiel avec des agrafes qui viennent de plus loin. L'évaluation des limites de dissection, on a déjà un petit peu parlé, je crois que la prothèse doit toujours être le plus large possible. En dedans, je crois qu'il faut au moins 2 cm en controlatéral, ou en hernie bilatérale, les prothèses se chevauchent. Il faut avoir exposé la veine iliaque, on l'a dit. Vers le haut, il faut éventuellement inciser le bord externe de la carte de Douglas, comme on a vu tout à l'heure, refouler le péritone le plus haut possible. Vers le bas, il faut bien descendre sous la symphyse pubienne, mais attention, pas trop bas parce qu'il y a le nerf obturateur. Latéralement, j'ai classiquement l'habitude de dire qu'il faut aller le plus loin possible, et c'est relativement facile, sauf quand il y a eu un McBurney. Le nerf obturateur, on peut le voir plus rapidement qu'on pense. Alors, on est derrière la symphyse pubienne, je veux bien voir ma veine iliaque pour avoir mes qualités de résection, il y aura une prothèse qui va bien se glisser, bien se coincer, et je repère le nerf obturateur. Là, si on est en coagulation, on voit souvent la jambe qui part un coup à droite, et il faut faire attention parce que ça peut occasionner des paresthésies avec des difficultés d'adduction, et donc il faut plutôt ne pas le voir, le nerf obturateur. Quand on le voit, il faut surtout s'arrêter. Une fois qu'on a fait toute la dissection, les prothèses sont finalement assez faciles à rentrer, même par un trocard de 10 mm, pas besoin de trocard de 10 ou de 11 ou de 12. Il faut bien la rouler autour de la prothèse, je tendance à la prendre par la pointe, à la rouler comme vous avez vu, et puis elle va se déployer d'emblée dans mon sens. C'est un moment qui n'est pas très compliqué. Comment on choisit la prothèse? Je crois qu'il faut plutôt avoir des prothèses anatomiques que des prothèses plates, pour qu'elles s'incarcèrent dans cette anatomie tridimensionnelle.
et c'est à mon avis un gage de stabilité et de moindre risque de la prothèse dissection. Plutôt découpable sur mesure, hein, la prothèse, pour l'adapter précisément à la taille du patient, à l'importance de la dissection, éventuellement au volume du psoas. Quand il y a un gros psoas, des gros vaisseaux iliaques, les prothèses peuvent venir parfois se poser comme sur un billot sur cette partie-là, et on a du mal à avoir une bonne couverture en dedans, en dehors. Le fait de faire une échancrure en dessous, ça peut être très intéressant. Sinon, que la hernie est oblique ou directe, on couvrira plus en dedans, plus en dehors, et pour couper la prothèse sur mesure, je crois que c'est intéressant. Les petites hernies obliques, il faudra une prothèse très souple, parce qu'il y a une chicane qui est respectée, finalement, quand on réduit le contenu hernière, la chicane se refait, on peut mettre une prothèse très souple, il va y avoir très peu de contraintes mécaniques dessus. Par contre, les prothèses plus rigides pour les grosses hernies directes. Une bonne mémoire de forme aide pour le déploiement de la prothèse, et je crois que les prothèses auto-grippantes ne doivent pas être utilisées, parce qu'elles occasionnent plus de douleur, elles n'ont pas d'intérêt. Par contre, il faut fixer les prothèses quand les hernies sont grosses, ça je crois. Moi j'en fixe à peu près 1 sur 10, donc c'est pas beaucoup. Mais quand les hernies sont vraiment très grosses, je crois qu'il faut les fixer. Moi j'utilise des tackers qui sont toujours résorbables, et je recommande vraiment d'utiliser des tackers résorbables, ne serait-ce que pour que 10 ans plus tard, quand le malade a quelque chose, on ne voit pas les tackers, on ne dit pas que c'est la faute de vos tackers. Toujours dans le Cooper, hein, c'est solide et ça fait pas mal de mettre une agrafe dans le tacker. Dans le Cooper, en fait, on se met juste au-dessus, on ne se met pas dans l'os, hein, on se met dans le périoste et un peu au-dessus, dans le conjoint, avec une contre-pression de la main sur la paroi pour pour limiter le caractère tangentiel de l'agrafage. Puis on peut aussi se mettre en dehors des vaisseaux épigastriques, mais seulement très haut. On dit classiquement pas en dehors des vaisseaux épigastriques. Bon, si on est très haut, il n'y a plus de nerfs, mais surtout pas proche du triangle funeste ou du triangle de la douleur. Voilà un exemple d'agrafage. Alors, en gros, j'agrafe pas, mais quand j'agrafe beaucoup. En plus, on a une agrafeuse avec au minimum 15 agrafes et souvent 30 qui sont payées, donc on va les utiliser. Donc dans le Cooper, dans le tendon conjoint. Et puis c'est là où vous voyez que la paroi se déforme parce qu'il y a ma main qui est derrière et qui pousse. Voilà, ils sont payés et ça fait pas mal. Des agrafes bien mises, ça fait pas mal. Moi, avant, j'agrafais tous mes patients. Le jour où j'ai arrêté d'agrafer progressivement 90% des patients n'ont pas moins mal. Ils n'avaient pas mal avant, ils ont pas mal après. Les douleurs sont vraiment assez limitées. Très important, l'exsufflation en fin d'intervention. Il faut à ce moment-là arrêter le Trendelenburg et mettre le patient au minimum à plat, et même un peu proclive peut être utile pour que le contenu de l'abdomen vienne se plaquer et rentre dans la prothèse. Si on garde le patient en Trendelenburg, on a un risque d'avoir une espèce de mouvement de glissade du contenu abdominal qui ne va pas bien remplir le tacos. Votre prothèse, elle est déployée, et j'ai dû le dire que c'est un tacos, il faut que la garniture rentre dans le tacos. Si jamais on a un pneumopiaton qui s'exsuffle et que la grève et que tout remonte, ça peut passer, on ne sait pas trop comment, et à mon avis, c'est un vecteur de récidive. Et donc on maintiendra également la prothèse un peu ouverte si besoin, et toujours sous contrôle de la vue, je crois que ça c'est très important. Donc voilà une prothèse, on est sur le côté gauche. Et donc je finalise le bon positionnement de la prothèse, vous voyez que je n'ai pas fixé, je maintiens la prothèse vers le haut avec mes deux pinces, et voilà, sous contrôle de la vue, on voit que la garniture est bien rentrée dans le tacos. Je vous remercie.